Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous propose de faire un nouveau voyage à l'époque médiévale, et même avant. On va parler de l'histoire des forteresses et des châteaux forts. Vous savez qu'on trouve des structures défensives tout autour du monde, et on en parlera un peu. Mais on va surtout se focaliser sur les châteaux forts européens. Déjà parce qu'il y a beaucoup à en dire, et ensuite parce qu'au Moyen-Âge, ces châteaux deviennent bien plus que des bâtiments militaires. Ils sont aussi des centres de pouvoir, des lieux de vie, des manifestations de la société qui les a construits, de la société féodale, et parfois aussi des lieux de cour ou de raffinement, tels qu'on l'entend à l'époque. Une bonne partie de l'activité militaire, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est d'assiéger et de défendre des places fortes, des châteaux forts et ensuite des forteresses. On parlera de cette façon de faire la guerre et comment les châteaux ont évolué vers les fortifications modernes, en perdant leurs murs très hauts pour s'enterrer de plus en plus, en réaction à l'apparition de nouvelles armes ou de nouvelles tactiques. Donc j'ai beaucoup à vous raconter, mais comme toujours, cette histoire est faite pour vous relaxer ou vous endormir. Alors adoptez une position confortable et laissez la tension dans vos épaules se relâcher. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter. Je vous remercie de prendre un instant pour vous abonner à ce programme, pour commenter ou liker cet épisode, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez. C'est important pour que les épisodes soient visibles. Et maintenant, commençons. Pour beaucoup d'Européens, les châteaux médiévaux ou postérieurs sont une vision assez familière. Il y en a des milliers. En France, par exemple, avec une définition un peu large de ce qu'est un château, en incluant les manoirs et les demeures seigneuriales, on en trouve plus de 40 000. Certains en ruine, d'autres toujours habités, certains ont conservé leur apparence médiévale, alors que d'autres ont été transformés en intégrant d'autres styles. Et il y a même des châteaux assez récents, du XIXe siècle notamment, qui imitent ou qui réinventent des styles anciens. La question que ça soulève, c'est pourquoi les châteaux ont proliféré comme ça en Europe, en particulier au Moyen-Âge. Pour le comprendre, il faut faire un premier saut dans le passé, en commençant par des éléments basiques. Probablement que le besoin de structures défensives, historiquement, est apparu avec l'accumulation de ressources, d'aliments, de possessions, qui pouvaient attirer la convoitise. Partout où des civilisations urbaines sont apparues autour du monde, avec des sociétés complexes, on voit aussi apparaître des fortifications, que ce soit en Chine, dans la vallée de l'Indus, en Égypte, en Mésopotamie ou dans les Andes, plus tard en Mésoamérique, en Afrique ou en Europe. Certains centres de population sont protégés par des murs, et probablement aussi d'autres structures défensives comme des fossés et des tours. L'archéologie nous indique qu'à l'âge du bronze, qui commence au IVe millénaire avant Jésus-Christ, les dates dépendent des régions du monde, et qui dure jusqu'au remplacement partiel du bronze par le fer, on voit des fortifications se multiplier. En Europe de l'Ouest et du Nord, les débuts sont assez timides. Plutôt que des murs en bois ou en pierre,
on pratique des terrassements, c'est-à-dire qu'on creuse des tranchées et qu'on empile la terre à côté pour monter une sorte de muret très épais mais pas très haut. Éventuellement, on y ajoute une palissade en bois et on établit ce genre de position en hauteur sur des collines pour améliorer leurs propriétés défensives. Dans l'Europe de l'âge du bronze, on construit beaucoup de ces forts sur des collines, avec une ou plusieurs lignes de terrassement. Les Celtes s'y mettent quand ils s'installent à travers l'Europe. Beaucoup de vestiges de forts de l'âge du bronze sont d'origine celte. Et typiquement au centre de ces structures, on trouve une petite ville ou un gros village, parfois un groupe de maisons. L'Europe celtique entre dans l'âge du fer autour de 600 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire longtemps avant les conquêtes romaines, avant que les Romains ne s'étendent hors d'Italie. Et avec l'âge du fer, ces camps fortifiés s'agrandissent. Ils se transforment en petites villes fortifiées pour les plus grands d'entre eux, ce qu'on appelle des oppidas. Un oppidum, c'est une ville fortifiée par des fossés, des élévations en terre et en pierre, et des murs de bois, qui est constamment habitée et qui fait à la fois office de forteresse et de ville. Un oppidum peut abriter des centaines, parfois des milliers de personnes. Quand les Romains envahissent déjà l'Espagne, ensuite la Gaule, et enfin la Grande-Bretagne, ils font face à de nombreux oppidas qui ne peuvent être pris que par des techniques de siège. Les Romains sont très efficaces pour conduire des sièges. Ils ont adopté des engins d'origine grecque et amélioré leur technologie. Ils ont des machines qui tirent des flèches, des balistes ou des scorpions, qui sont comme des arbalètes géantes très précises, ou encore des catapultes. Pour briser ou prendre les murs, ils utilisent aussi des béliers et des tours de siège. Tout ce matériel est assemblé ou construit en face de la forteresse à prendre. La plupart des fortifications celtes ne peuvent pas tenir très longtemps face aux techniques romaines. Mais certains oppidas particulièrement grands et avec une garnison importante résistent. Le plus grand siège d'oppidum de l'histoire, c'est probablement la bataille d'Alésia, en Gaule. Des dizaines de milliers de Gaulois s'y sont concentrés. Jules César, qui dirige l'invasion de la Gaule, et ce siège en particulier, y répond en entourant Alésia d'un grand mur, élevé par les Romains, qui empêche les Gaulois de sortir et qui protège les Romains des contre-attaques. Cette tactique fonctionne, et pour sauver ces hommes, leur chef, Vercingétorix, se rend. Après Alésia, qui est une défaite critique pour la coalition des tribus gauloises, la conquête romaine ne rencontre plus grande résistance. La Gaule va vite devenir une province romaine. Un même scénario se répète dans une grande partie du monde celte, qui est absorbé par l'Empire romain, à l'exception de ses marges dans les îles britanniques. Je vous raconte ça parce qu'avec les Romains vont apparaître de nouveaux types de fortifications dans ces régions conquises. Les Romains construisent des camps quand ils sont en déplacement, avec des fossés et des palissades de bois. Mais une fois qu'ils ont conquis une région, ou pour défendre un lieu stratégique, ils érigent des forts en pierre, en suivant un modèle de fort qu'on appelle un castrum. Le castrum, c'est un fort romain qui loge et qui protège les soldats, leur équipement et leur ravitaillement quand ils ne sont pas en train de marcher ou de se battre.
Ils peuvent être temporaires pendant une conquête ou permanents sur les frontières. Et comme beaucoup de choses avec les Romains, ils sont très pensés et organisés. La forme du castrum est généralement rectangulaire, avec des angles arrondis, comme ceux des cartes à jouer par exemple. Ils ont 4 portes, une par côté, qui laissent passer 2 axes qui se croisent au centre, là où est situé le quartier général. Au 1er siècle de notre ère, l'Empire romain a connu une phase d'expansion extraordinaire, et il a besoin de protéger ses nouvelles frontières, bien plus lointaines qu'avant. Alors les forteresses sur le modèle du castrum se multiplient, le plus souvent permanentes, et encore aujourd'hui on en trouve beaucoup de vestiges, depuis le nord de l'Angleterre jusqu'au Moyen-Orient. Mais au 5e siècle, l'Empire romain d'Occident se désagrège, et l'Europe entre dans une longue phase de recul des villes. Elle se vide, la population décroît, et l'agriculture et le commerce reculent fortement. Sur les ruines de l'Empire romain, de nouveaux royaumes apparaissent, mais l'instabilité et la perte de beaucoup de techniques romaines, la disparition de l'administration, tout ça fait que les ouvrages en pierre et en briques, qui étaient très nombreux à l'époque romaine, vont devenir rares. Ils vont être limités pendant des siècles à quelques palais royaux ou à des églises particulièrement importantes. Dans ce nouveau monde post-romain, des seigneurs et des rois occupent le vide laissé par l'Empire romain. Mais en pratique, ils ont peu de contrôle sur leurs terres. Les frontières sont imprécises et elles changent souvent. L'administration est devenue très basique et donc le pouvoir est décentralisé, diffus. Et là aussi, je vous parle de tout ça parce que c'est sur cette base que la société féodale du Moyen-Âge va émerger. Elle va prendre forme sur plusieurs siècles. Et avec elle, des châteaux forts vont commencer à s'élever, toujours plus nombreux et toujours plus impressionnants. Les châteaux forts apparaissent avec la pratique de fortifier des maisons seigneuriales. Comme le pouvoir politique de l'Europe, au début du Moyen-Âge, est presque invisible localement, les gens s'organisent, il y a un vide à remplir. Et ce vide, le besoin de sécurité, d'administration, de justice, de défense contre les envahisseurs ou les bandits, ce sont des seigneurs locaux qui vont le remplir. Jusqu'au 9e, 10e siècle, presque toutes les maisons de seigneurs sont en bois, comme le reste de l'architecture d'ailleurs. Ça les rend bien sûr assez fragiles et sujettes aux incendies. Pour améliorer les défenses de ces maisons seigneuriales, on fait appel à la technique ancienne des terrassements. On incorpore aussi parfois un peu de pierre à la construction, par exemple pour donner des fondations plus solides aux murs. Et on introduit aussi une innovation, la motte. La motte, c'est une petite colline artificielle, construite en empilant des remblais. Et au sommet de cette motte, on construit un petit château en bois. Au 9e et 10e siècle, ces structures deviennent assez communes dans les paysages européens. Une motte seigneuriale avec son château, qui en fait est plutôt une sorte de grosse maison en bois. Il ne faut pas imaginer quelque chose de spectaculaire. Donc la motte indique la présence et l'autorité d'un seigneur local. Ce château, entre guillemets, c'est le plus souvent donc une maison ou une tour, parce que c'est ce qu'à l'époque on a les moyens de construire.
Mais la motte attire du monde. Elle offre quand même une protection, une autorité, une communauté dans laquelle vivre, et souvent un hameau ou au moins une grosse ferme se développe à son pied. Cette organisation sociale, qui dessine déjà un peu la féodalité, a du succès, et les mottes gagnent en taille et en importance. Au Xe, XIe siècle, elles deviennent ce qu'on appelle des mottes castrales ou féodales. Un bâtiment au sommet de la motte, un château, et à distance de cette motte centrale, il y a une cour entourée d'une palissade et d'un fossé. Le lieu d'apparition de ces mottes castrales, c'est dans l'ouest de la France, en Normandie et en Anjou, régions à partir desquelles les mottes castrales se répandent dans toute l'Europe du Nord et de l'Ouest. Elles arrivent au XIe siècle en Grande-Bretagne, avec l'invasion normande par exemple. Beaucoup de châteaux qui vont prendre des proportions plus imposantes au Moyen Âge commencent comme ça. Pour prendre un exemple qui existe toujours, le château de Windsor en Angleterre. À l'origine, c'est une motte castrale construite par Guillaume le Conquérant peu après son invasion. La même structure se répand aussi dans toute la France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Écosse ou en Irlande. Elle a du succès parce que déjà elle est facile à construire, y compris par des ouvriers qui n'ont jamais construit. L'architecture du Xe et du XIe siècle en Europe en est en fait revenue à des techniques très basiques. L'époque des architectes romains qui dessinent des grands bâtiments publics ou des aqueducs est loin derrière. L'architecture médiévale va connaître des évolutions impressionnantes et se réapproprier la complexité, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, au Xe siècle, on fait surtout des gros tas de terre et des murs en bois. Il n'y a que très peu de connaissances des matériaux, il n'y a aucun calcul, et l'esthétique n'est pas une priorité. Donc les mottes castrales sont faciles à construire et en même temps assez efficaces comme fortification. Mais elles ont aussi d'autres attraits. Elles renforcent le contrôle d'un seigneur sur ses terres, physiquement et aussi symboliquement. On peut y stationner une garnison, une petite armée qui contrôle les alentours, et on peut aussi en faire des centres administratifs, c'est-à-dire qu'on peut collecter des taxes sur les terres environnantes, et pour les seigneurs plus importants, elles deviennent un lieu où installer sa petite cour, avec des conseillers, des administrateurs et la famille élargie. Et c'est pour cette deuxième série de raisons qu'on observe ce qui peut ressembler à un paradoxe. Les mottes castrales ne sont pas construites spécialement là où les risques d'attaque sont les plus grands. Au IXe et au Xe siècle, les menaces d'attaque en Europe ne manquent pas. À l'est, il y a les Magyars, au nord, les Vikings, au sud, les musulmans. Donc beaucoup de régions sont contestées et dangereuses. Ce qui a sans doute stimulé la construction de mottes castrales. Mais on en voit aussi de grandes concentrations dans des régions beaucoup plus sûres. Et c'est parce qu'à côté de leur fonction militaire, elles sont aussi devenues un mode d'organisation sociale et politique. C'est la raison principale pour laquelle leur nombre explose au XIe siècle. Par exemple, dans le sud de la France, seulement en Provence, on dénombre 12 châteaux en l'an 950. 50 ans plus tard, à la fin du Xe siècle, il y en a 30. Et encore 30 ans plus tard, en l'an 1030, il y en a 100. Et c'est seulement pour la Provence. En même temps que ces châteaux archaïques se multiplient,
certains d'entre eux gagnent en taille et en hauteur. La tour, au sommet de la motte, on appellera bientôt un donjon, s'entoure d'autres structures. Et comme elle a des fenêtres étroites, mais par lesquelles des projectiles pourraient entrer, on monte les fenêtres à un premier étage ou un second. Et comme le bâtiment a besoin d'accueillir plus de monde, il s'agrandit. Au XIe et XIIe siècle, dans des régions un peu plus prospères, parce que c'est une période de redécollage économique, dans le nord de l'Italie, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas ou en Allemagne, alors on a un peu plus de moyens et la pierre commence à remplacer le bois. Ces châteaux, même si bien souvent ce ne sont encore qu'un bâtiment sur une motte, ce sont des édifices qui apportent un grand prestige et un grand pouvoir à leurs propriétaires. La société féodale s'est maintenant installée dans une grande partie de l'Europe, et elle est structurée comme une sorte de pyramide, une pyramide d'allégeance. Tout en haut, on trouve des rois et des grands seigneurs. En dessous d'eux, des nobles plus modestes qui détiennent des terres moins grandes et qui font allégeance à leur suzerain. Et ainsi de suite, jusqu'à la base de la pyramide, constituée de paysans. Le statut de ces paysans dépend des royaumes et des régions. Ils peuvent avoir quelques libertés ou au contraire appartenir à leur seigneur, dans un état à peine meilleur que l'esclavage. Toute la population n'est pas directement prise dans des liens de vassalité. Il y a aussi le clergé, et dans les villes, il y a une petite classe d'artisans et de commerçants. En fait, la société féodale foisonne de statuts différents, de situations légales, d'exceptions. Mais sinon, le gros de la population, qui à cette époque est surtout paysanne, dépend d'un seigneur qui a fait allégeance à un autre seigneur, et ainsi de suite, jusqu'au sommet. Cette société, elle est donc très hiérarchisée, et il est extrêmement difficile d'échapper à sa condition, donc à sa naissance. Mais cet ordre est aussi assez bien accepté. Il faut éviter les anachronismes. On est dans un monde à l'époque où des concepts comme l'individualisme ou la démocratie sont totalement absents. Cet ordre féodal donne une place à tout le monde, et il fonctionne, à une époque qui est aussi dangereuse, où la vie est toujours précaire. On ne peut pas non plus le réduire à un système de domination. Les nobles ont aussi des obligations vis-à-vis de leurs paysans. Ils doivent les protéger, et à cette époque c'est souvent nécessaire. Il faut faire la guerre, et on attend des nobles du courage et le sens du sacrifice. Cet ordre est aussi défendu par l'Église, et suivre la voie montrée par l'Église est absolument obligatoire. En pratique, comme c'est un système très décentralisé et qui dépend des seigneurs et des coutumes locales, il y a de grandes différences de bien-être pour la population. Ça peut aller du règne de l'arbitraire ou au désordre quand le seigneur n'est pas là, jusqu'à des situations de prospérité et d'ordre relatif. Mais cet ordre social et politique de la féodalité va durer pendant plusieurs siècles, avant de se transformer progressivement quand des États plus centralisés vont remplacer les royaumes féodaux. C'est un processus qui s'amorce au Moyen Âge et qui finira par mettre fin à la société féodale. Mais elle laissera des traces dans les lois ou les pratiques sociales, les statuts des personnes, jusque bien après l'époque médiévale. Par exemple, jusqu'au XVIIIe siècle, il est exceptionnel de voir un homme du commun qui s'élève dans la hiérarchie militaire. Commander les armées ou les vaisseaux, c'est la chasse gardée de la noblesse.
les droits spécifiques et les privilèges de l'aristocratie, comme le fait d'avoir un système judiciaire séparé, l'exemption d'impôts, c'est quelque chose qui durera jusque bien après que les nobles aient quitté leur donjon et ne soient plus l'incarnation du pouvoir politique sur leur terre. Ces privilèges sont totalement issus de la société féodale, et ils lui survivent en partie pendant des siècles, alors que leur justification historique a disparu. Ça va devenir un sujet de tension qui finira par devenir inacceptable et devra disparaître, que ce soit progressivement ou plus brutalement avec des révolutions. Mais pour en rester à l'époque médiévale et en revenir au château fort, ils n'auraient jamais été construits comme ils l'ont été sans cette société féodale. Ils sont aussi une projection architecturale de la société qui les a construits. Alors, reprenons leur évolution. Je vous disais que les châteaux forts gagnent en taille et en symbolisme au cours des XIe et XIIe siècles. Un autre facteur qui est derrière cette évolution, c'est la prospérité et la croissance démographique de cette période du Moyen Âge. Un grand bouleversement de cette époque, c'est le retour d'une certaine croissance économique. Les temps ont changé et on en revient à des conditions de vie à peu près équivalentes au niveau de vie de l'Empire romain. Il y a moins de guerres, les royaumes d'Europe de l'Ouest se sont un peu stabilisés. En France, en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne, il y a maintenant des États aux frontières plus stables, qui contrôlent mieux leur territoire. Et avec cette stabilisation, un certain commerce international a repris. Ça va faire la fortune de certaines régions et de certains seigneurs. La population est aussi en croissance, et les villes aussi, parce que grâce au défrichement et à une productivité agricole qui s'est un peu améliorée, on peut soutenir des villes plus grandes, comme à la fin de l'Antiquité. C'est l'époque où apparaissent les cathédrales gothiques, et plus généralement, la construction en pierre connaît un grand essor. Une autre manifestation de cette prospérité, c'est que pour la première fois depuis des siècles, l'Europe chrétienne va se projeter vers l'extérieur. Les croisades commencent et elles battent leur plein au XIIe siècle. Avec ces temps nouveaux, les châteaux se transforment radicalement. Certains seigneurs ont maintenant les moyens financiers et humains de faire du siège de leur pouvoir un ouvrage réellement impressionnant. Plus grand, plus haut, plus résistant, plus confortable aussi. Et bien sûr, pas seulement pour des raisons militaires, mais aussi pour afficher leur puissance et l'ordre social et politique qu'elle représente. Donc c'est au XIIe et XIIIe siècle que ce modèle du château en pierre, auquel on pense quand on parle de château fort, apparaît. Et il va se développer autour de cette tour ou ce bâtiment initial perché sur sa motte. Au XIIe siècle, ce bâtiment devient le donjon du château. Et le plus souvent, il est carré avec des murs très épais. Au rez-de-chaussée du donjon, les murs sont couramment épais de 3 à 4 mètres. Ça n'est pas uniquement de la pierre. On monte en fait 2 murs en pierre, espacés, et on remplit cet espace de briques ou d'un mélange de mortier et de gravats pour fabriquer une sorte de béton. Ces donjons deviennent aussi beaucoup plus hauts et beaucoup plus larges, avec quelques éléments décoratifs comme des fenêtres en berceau, qui sont une caractéristique de l'architecture romane très répandue à cette époque. Donc, comme fortification, les donjons deviennent bien plus imposants, mais ils sont aussi une demeure pour le propriétaire du château.
et au lieu d'avoir de grandes salles communes, comme avant, on y crée des appartements ou des pièces séparées. C'est sombre et très froid en hiver, mais en comparaison avec la période précédente, c'est quand même l'apparition d'un certain confort et d'espaces privés. La cour autour du donjon s'agrandit aussi. Et pour la défendre, on remplace les palissades de bois par des murs de pierre. Donc on va faire un premier cercle défensif, beaucoup plus résistant. La porte du château, qui était avant un portail de bois, devient un édifice en pierre, avec des éléments défensifs là encore. Des meurtrières, c'est-à-dire des ouvertures étroites par lesquelles les archers peuvent tirer en restant à l'abri, et une herse, une grille métallique qu'on peut lever ou abaisser pour bloquer l'entrée. Parfois on y ajoute un pont-levis s'il y a des fossés autour du château, des douves. Encore une autre innovation de cette période, c'est la multiplication des tours sur les murs d'enceinte. Les tours sortent un peu des murs et elles se couvrent de meurtrières pour donner des angles de tir aux archers dans toutes les directions. À la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, les nouveaux châteaux montrent un intérêt toujours plus grand pour la défense des murs. On les conçoit maintenant comme des polygones, avec une tour à chaque angle, qui permet de tirer en enfilade, quelle que soit la position des éventuels assaillants. L'héritage de la mode castrale, c'est d'avoir un double cercle de défense. Il y a un mur d'enceinte et il y a une forteresse centrale, le donjon, qui est à lui seul une forteresse, dans laquelle on peut se replier si les murs tombent. Mais avec la multiplication des tours sur les murs et leur hauteur, le donjon devient moins nécessaire, donc dans certains plans de châteaux du XIIIe siècle et après, il peut disparaître, ou alors devenir un bâtiment plus léger, non plus toujours carré, mais parfois rond ou polygonal, dans lequel réside le seigneur et sa famille. L'entrée des châteaux est aussi encore plus renforcée, et pour ce faire, on s'inspire du castrum romain. De part et d'autre de la porte principale, on construit des tours rondes ou semi-circulaires qui défendent directement le passage. Et enfin, les anciens terrassements avec des fossés sont creusés bien plus profondément et parfois remplis d'eau pour rendre les murs comparativement plus hauts et plus difficiles à escalader avec des échelles. Pour certaines grandes forteresses, on fait appel à une structure développée en Orient pour les forteresses des croisés. On va ajouter une ou plusieurs lignes de défense, d'autres murs pour former des cercles concentriques. Après le succès de la première croisade, à la toute fin du XIe siècle, les croisés ont établi des petits États au Levant, et ensuite des ordres comme les Templiers ou les Hospitaliers ont établi une présence militaire. Pour défendre les terres conquises, ils construisent des forteresses qui synthétisent à la fois ce qu'ils connaissent en Europe, notamment en France, avec des influences des architectures byzantines et arabes. Grâce à leur fortune, ce sont notamment les Templiers qui construisent des forteresses imposantes. Un exemple de cette architecture des croisés, c'est le Krak des Chevaliers, un château croisé qui est en Syrie actuelle. À l'origine, un château est construit pour défendre la frontière d'un de ces États croisés, le comté de Tripoli, qui dure quelques décennies. Le comte de Tripoli, Raymond II, le confie à l'ordre des Templiers, qui le reconstruisent entièrement au XIIe siècle. Et au XIIIe siècle, ils entament une phase d'extension qui en fait une forteresse concentrique.
on rajoute une autre enceinte fortifiée autour de la première, ce qui rend le Krak des Chevaliers encore plus intimidant pour des assaillants. À son apogée dans la première moitié du XIIIe siècle, cette forteresse a une garnison de 2000 hommes, et ça lui permet de lever des taxes, des tributs, sur une assez grande zone autour de la forteresse. Elle ne sera jamais prise par la force. Au milieu du XIIIe siècle, la situation des Templiers en Orient se détériore, et ils sont expulsés de la région. En 1271, le Krak est assiégé par les Mamelouks, et après 3 semaines de combat, le mur extérieur tombe aux mains des assiégeants. Alors les Templiers se replient sur le mur suivant, qui est encore plus imposant. Mais 10 jours après, une lettre arrive à la garnison, qui résiste encore, supposément venant du grand maître de l'ordre, qui leur donne la permission de se rendre si ça permet d'épargner des vies. Comme ils n'attendent pas de secours, ils se rendent, et effectivement le sultan mamelouk les épargne. Mais il apparaît après que la lettre était un faux, donc il semble bien qu'il se soit rendu sur un malentendu ou victime d'une ruse. En tout cas, ces châteaux concentriques sont reproduits largement en Europe. Il y en a beaucoup en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Et leur emprise au sol est maintenant largement plus grande que 2 siècles avant. On est passé d'un bâtiment unique sur une motte à plusieurs lignes de défense construites en dur, plusieurs portes et des murs très hauts et épais. Ça veut dire aussi que les châteaux forts de cette époque sont devenus des ouvrages très chers et lents à construire. Typiquement, un grand château du XIIIe siècle, c'est 10 ans de construction et un budget énorme. Les petits nobles ne peuvent pas suivre, ils n'ont pas les moyens. Donc à côté des châteaux forts proprement dit, de petits châteaux, qui sont plutôt des maisons fortifiées, vont perdurer jusqu'à la fin du Moyen Âge. Une autre innovation issue des croisades, que les croisés ont observée en Syrie, c'est les machicoulis, ces ouvertures vers le bas, situées en haut des murailles, d'où les défenseurs peuvent jeter des pierres ou de l'eau ou de l'huile bouillante sur les attaquants qui tenteraient de monter sur les murs. L'idée voyage jusqu'en Europe, là aussi, et elle s'y répand. Si bien qu'au XIVe siècle, tous les éléments du château fort médiéval sont maintenant en place. On a un ou plusieurs murs d'enceinte, un donjon au centre ou collé à la muraille. On a aussi des tours défensives à chaque angle, d'où les défenseurs peuvent tirer avec des arcs et plus tard des arbalètes dans toutes les directions. Des portes puissantes, doublées d'une ou plusieurs herses, et parfois un pont-levis. Pour entretenir le bâtiment, le défendre et aussi répondre à sa fonction en temps de paix, c'est-à-dire projeter du pouvoir et de l'influence sur la région autour, le château doit abriter des centaines de personnes, parfois des milliers ponctuellement. C'est aussi un centre administratif et politique. Les grands seigneurs, ceux qui ont plusieurs vassaux, tiennent leur cour dans leur château. C'est-à-dire qu'ils y reçoivent certains de leurs vassaux, des invités, éventuellement des troubadours itinérants ou des chevaliers de passage. Les lois de l'hospitalité commandent qu'un noble en voyage soit accueilli avec ses gens. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la noblesse est très mobile à cette époque, au Moyen Âge. Elle voyage beaucoup. Les paysans, pas du tout. Ils n'ont pas la possibilité, ni parfois même le droit, de quitter leur lieu de naissance. Mais les nobles se déplacent presque tout le temps. Pas seulement pour guerroyer ou par goût,
mais parce que la nature du système féodal implique qu'ils doivent constamment renforcer ou maintenir les relations personnelles de dépendance qu'ils ont avec les seigneurs au-dessus ou en dessous d'eux. Les liens de vassalité et de suzeraineté ne se maintiennent pas tout seuls. Il faut les entretenir par la sociabilité. Et d'ailleurs, la plus mobile des cours, c'est celle des rois. Ils passent une grande partie de l'année à voyager dans leur royaume, sur leur propre terre et celle de leurs vassaux, pour constamment travailler à maintenir la cohésion du royaume, son intégrité. Avant que le pouvoir royal se renforce et finisse par devenir direct sur tout le territoire. Mais ça, c'est un système qui s'imposera définitivement après le Moyen-Âge. Même si plusieurs rois de France du Moyen-Âge ont déjà une politique de centralisation. Ils travaillent à récupérer les prérogatives des grands nobles. Mais pour l'essentiel du Moyen-Âge, les rois n'administrent pas directement les terres de leurs vassaux. D'ailleurs, à de nombreuses reprises au Moyen-Âge, des grands vassaux s'allient entre eux contre leur roi, ou cherchent à prendre leur autonomie, à mener leur propre diplomatie, et ils veillent jalousement sur leur pouvoir, parfois jusqu'à faire sécession. Par exemple, en France, c'est ce qui arrive avec le duché de Bourgogne pendant la guerre de 100 Ans. En théorie, les ducs de Bourgogne sont vassaux des rois de France. Mais à l'époque, ils ont étendu leurs richesses et leur pouvoir, y compris hors du royaume de France, parce qu'ils ont pris le contrôle des Flandres et d'une bonne partie des Pays-Bas. Donc ils sont devenus une puissance qui peut rivaliser avec celle du roi de France. Et ils font sécession pour s'allier avec les Anglais. Ça prendra des dizaines d'années pour finalement réussir à réincorporer la Bourgogne dans le royaume, bien après la fin de la guerre de 100 Ans. Donc quand les rois sont puissants et respectés, comme Philippe Auguste ou Louis IX, Saint-Louis, leurs vassaux se tiennent assez tranquilles. Mais quand les rois sont faibles, il y a toujours un risque latent d'explosion du royaume, de guerre civile. Alors les rois voyagent pour se montrer, s'assurer de la fidélité de leurs vassaux, entretenir des liens personnels. Et les recevoir, c'est un honneur, mais aussi une charge. Leur cour doit être nourri, logé, diverti, parfois pendant des semaines, avant qu'ils partent pour leur prochaine destination. Et tout ça, ça a lieu dans les châteaux. Donc la vie dans un grand château fort, c'est une alternance de périodes d'activité intense où il peut y avoir des centaines de personnes. Les cuisines sont très actives. Le château fourmille de soldats et de serviteurs quand le seigneur et les invités sont présents. Et ensuite, dès que le seigneur est absent, le château devient beaucoup plus calme. Souvent, il y laisse son épouse et un intendant, un chambellan, pour gérer le château. Dans ces périodes d'absence, quelques dizaines de personnes seulement y restent. Dans la vie d'un château fort médiéval, une figure centrale et permanente, c'est la châtelaine, l'épouse du seigneur. Autant le statut des femmes dans la société médiévale est souvent assez peu enviable, en tout cas le pouvoir est rarement entre leurs mains, autant les châtelaines sont au centre de la vie du château. Quand leur époux est absent, elles sont aux commandes et toute la maison est à leurs ordres. Elles ont aussi des droits patrimoniaux. Quand elles se marient, elles apportent une dot, dont le montant dépendra des moyens de leurs parents et du rang de leur mari. Mais elles en restent propriétaires jusqu'à leur mort. Les moyens du couple sont mis en commun, mais en moyenne, l'épouse possède un tiers des terres et du château. Elle est chez elle, au sens légal du terme. En cas de veuvage, elle garde son tiers des biens, et les 2 autres tiers vont aux enfants du couple.
et elles conservent le plus souvent l'administration du château. Donc entre les absences du seigneur et les périodes de veuvage, plus de la moitié du temps, c'est une femme qui dirige le château. Ces châtelaines nobles sont éduquées, elles ont une activité de mécénat vis-à-vis d'artistes, elles ont leurs œuvres de charité, et elles font tout ça avec leur argent, pas avec de l'argent de poche. Même si généralement les femmes au Moyen-Âge ont moins de droits et de libertés que les hommes, leur situation est quand même plus autonome que dans l'Antiquité gréco-romaine. Dans l'Empire romain, la situation des femmes dépend des périodes, mais en général elles ont assez peu d'autonomie. Et en Grèce antique, c'est encore pire. D'ailleurs, ça apparaît dans les histoires tirées de la mythologie grecque que je vous ai racontées dans les épisodes précédents. Quasiment les seuls personnages féminins qui détiennent un pouvoir et une capacité d'influence, ce sont des déesses ou des enchantresses. Ça n'est pas rien, mais les femmes mortelles, dans la mythologie grecque, sont ramenées toujours au rôle de motivation ou de trophée pour les héros. Elles ne choisissent rien, elles parlent peu, donc elles sont secondaires. Même si on est encore loin de l'égalité en droit, la société médiévale est assez différente. Une évolution sans doute liée en partie à la christianisation. C'est une société qui reste très patriarcale, mais au Moyen-Âge, on voit la perception des femmes et leurs droits évoluer, même si elles restent le plus souvent confinées à la sphère domestique. Mais il y a des abbesses influentes qui sont aussi des intellectuelles, et dans la littérature, on voit aussi des œuvres qui laissent un espace aux sentiments des femmes. Pas tellement dans la littérature de chevalerie, qui est très populaire à cette époque. On y parle d'amour courtois, où la femme est placée sur un piédestal et elle devient l'objet d'une quête. Ceci dit, à côté, il y a d'autres histoires, comme celle de Tristan et Isolde par exemple, un grand succès médiéval, dans laquelle les deux amoureux sont placés sur un pied plus égalitaire, et les sentiments ou les tourments d'Isolde importent. Ou encore il y a cette situation des châtelaines, qui peuvent être des femmes puissantes, surtout si elles sont veuves. Et aussi parce que, comme on l'a vu, elles administrent des châteaux, dont la fonction première n'est souvent pas militaire. Ça importe, mais avant d'être des forteresses, ce sont des symboles et des lieux de politique et de vie sociale. On construit souvent dans des lieux pas forcément menacés militairement. En fait, entre leurs valeurs dissuasives et ces emplacements, la conséquence, c'est que la majorité des châteaux forts du Moyen-Âge ne connaissent jamais aucun siège, ni ne jouent de rôle direct dans les conflits. Certains ont vu des combats, et on va en parler. Mais pendant des siècles, la majorité des châteaux sont restés des lieux très sûrs, qui dissuadent les attaques, et qui ne sont pas vraiment menacés parce qu'on les a construits loin des frontières. En fait, très souvent, le château sert plutôt comme place forte quand il y a des révoltes ou des guerres civiles, très peu dans les cas d'invasion. Il dissuade aussi parce que souvent, la prise d'un château ne vaut pas le temps et l'effort démesuré qu'il va falloir investir. Les armes de l'époque sont toutes à courte portée, donc on peut laisser derrière soi un château, surtout si sa garnison n'est pas très nombreuse. La majorité des batailles médiévales ont lieu loin des châteaux, face à des villes. Les villes, par contre, il est intéressant de les prendre, et c'est plus facile. Ou alors dans les campagnes. Un siège de château, c'est au minimum des semaines ou des mois pour affamer les défenseurs. Il faut beaucoup de soldats pour tenir le siège efficacement. Et donc c'est arrivé, mais rarement. L'assaut frontal du château, ou un siège plus agressif avec des armes de siège, ce sont aussi des choses qui ont lieu au Moyen-Âge, mais peu fréquemment.
avant que l'artillerie à poudre ne fasse son apparition, on dispose d'autres moyens pour attaquer. Une d'entre elles, c'est de saper les murs, ce qui prend beaucoup de temps et d'efforts. Il faut creuser sous les murs pour les faire s'écrouler. Alors les attaquants creusent un tunnel dont l'entrée est hors de portée des défenseurs, et ils l'étayent avec des supports en bois pour éviter qu'ils s'effondrent. Une fois qu'ils sont arrivés sous le château en creusant, château dont les fondations sont généralement peu profondes, donc c'est faisable, on met le feu aux poutres qui supportent le tunnel, en croisant les doigts pour que ça fasse s'effondrer la structure très lourde qui est au-dessus. Un autre procédé, c'est les armes de siège. Les armées médiévales se sont réappropriées les types d'engins de siège qu'avaient les Romains, et ils en ont ajouté. D'ailleurs, c'est révélateur du renouveau de l'ingénierie, et au-delà aussi de l'architecture, autour du XIIe siècle. C'est l'époque où les édifices gothiques vont commencer à sortir de terre, et où de très grands châteaux en pierre vont s'élever. Tout ça, ça requiert des techniques de construction et des calculs qui sont encore empiriques, mais qui ont fortement progressé depuis le Xe siècle. Il y a un renouveau médiéval des techniques à cette époque, qui contribue à cet essor économique dont je vous parlais avant. Par exemple, le nombre de moulins à eau double en France et en Angleterre entre le Xe et le XIIe siècle. Et on commence à les utiliser non plus seulement pour moudre des grains, mais aussi pour des fonctions plus industrielles, comme le tannage, la fabrication du papier, pour aiguiser les outils, ou pour la métallurgie, pour activer des souffleries d'air. Au XIIe siècle apparaissent aussi les moulins à vent en Europe de l'Ouest, dans un triangle entre le nord de la France, la Flandre et l'est de l'Angleterre. À partir de là, ils vont se répandre dans toute l'Europe. Un autre exemple de machine médiévale, c'est la grue à tympan ou à roue, c'est-à-dire une grande roue en bois dans laquelle une ou plusieurs personnes peuvent marcher pour la faire tourner. La rotation de la roue est transférée par des poulies et démultipliée pour faire monter des charges lourdes, comme des pierres pour la construction. Les Romains l'utilisaient déjà, mais la technologie s'était perdue. Elle est réintroduite au Moyen Âge, et elle est perfectionnée pour servir à des ouvrages gigantesques comme les cathédrales. Et cette ingéniosité retrouvée au Haut Moyen Âge s'étend aux engins de siège. En plus de ceux des Romains, de la baliste à la tour de siège, apparaît au XIIe siècle l'engin le plus craint pour sa portée et sa puissance, le trébuchet. Un trébuchet, c'est un type de catapulte, mais qui utilise un grand bras et des cordes pour lancer son projectile, généralement une grosse pierre. Il utilise un contrepoids pour projeter son bras, plutôt que la tension dans une catapulte classique. Grâce à leur taille et à l'efficacité de la propulsion, les trébuchets peuvent envoyer des pierres de plusieurs centaines de kilos à des centaines de mètres, hors de portée des flèches et des carreaux d'arbalète. Donc on s'en sert pour faire des brèches dans les murs. Mais ce qui va vraiment compromettre l'utilité des châteaux, avec leurs murailles hautes et épaisses, c'est l'introduction en Europe de l'artillerie à poudre. Comme vous le savez, la poudre noire, c'est une invention chinoise. Et elle met plusieurs siècles à arriver en Europe. Les premiers canons européens apparaissent au XIVe siècle. Au départ, ils sont très imprécis et peu fiables. Ils font plutôt du bruit plus que des destructions. Mais ils s'améliorent, et au XVe siècle, ils sont devenus une alternative aux trébuchets
qu'ils finissent par dépasser en portée et en puissance. Pour les châteaux forts, ça produit une crise existentielle. Avec leurs hauts murs, ils sont une cible immanquable et les canons peuvent finir par pulvériser n'importe quel mur si on leur laisse le temps de tirer. En réponse à l'artillerie, on essaye des murs encore plus épais ou d'accumuler de la terre derrière les murs pour absorber les chocs. On préfère aussi les tours d'angle rondes aux tours carrées, parce que la courbe de la tour a plus de chances de dévier les tirs. Mais il est difficile pour les châteaux existants de changer de forme ou de conception. Et au XVIe siècle, alors que l'artillerie continue à progresser et devient une arme courante dans les armées européennes, les châteaux forts deviennent obsolètes militairement. Comme forteresses, ils sont dépassés. Il reste seulement leur fonction symbolique et politique. Mais maintenant que l'aura d'invincibilité a disparu, le château fort ne sert plus une de ses grandes fonctions, qui était de projeter la puissance de son seigneur. Alors comme les temps ont changé, on les abandonne ou on les convertit en résidences plus accueillantes quand c'est possible. Bien souvent, on va abandonner la dimension militaire au profit du confort et de l'esthétique. Un bon exemple de cette transition, c'est les châteaux de la Loire de la Renaissance. Ils conservent des éléments du château médiéval, comme des tours et les toits. Ça signale, à l'époque, que ce sont des châteaux, mais ils ne sont plus conçus comme des forteresses. Au contraire, ils reflètent les nouveaux idéaux de l'époque. Plus d'ornements, plus de lumière, avec de grandes fenêtres, des murs beaucoup moins épais et une architecture plus gracieuse. Depuis cette époque, les résidences royales ou aristocratiques n'ont plus jamais été des forteresses. Et d'ailleurs, l'architecture médiévale et son esthétique vont tomber totalement en désuétude jusqu'au XIXe siècle, où on va commencer à se réintéresser aux styles médiévaux, romans ou gothiques, et à refaire des châteaux d'apparence médiévale, mais qui sont en fait plutôt des décors, des pastiches, qui réutilisent un style ancien pour son esthétique ou son pouvoir d'évocation historique. Par exemple, le château de Neuschwanstein en Bavière, qui évoque un château médiéval, mais sans en être un. C'est surtout un château de conte de fées. Parce que depuis le XVIe siècle, on ne veut surtout plus vivre dans un château médiéval, qui est toujours sombre, qui a peu de fenêtres, et elles sont petites, et qui est glacial en hiver. Mais alors, si les châteaux forts ne servent plus comme forteresses, comment concevoir des places fortes? La réponse va apparaître autour de 1500 en Italie. Le bastion, ce qu'on appelle la fortification bastionnée. Un bastion, c'est une structure basse, un ouvrage qui se projette des murs d'une ville ou d'une forteresse. Il est en forme de pentagone, ce qui permet de disposer des canons qui couvrent tous les angles autour. On les construit assez bas, le plus possible au ras du sol, et très épais pour absorber les chocs. Les canons étant placés sur le dessus, derrière des créneaux qui protègent les artilleurs. En assemblant des bastions qui couvrent toutes les directions, on construit des forteresses qu'on appelle en étoile, qui peuvent couvrir par leur artillerie tout le périmètre autour d'elles, et qui sont elles aussi très basses pour ne pas offrir de cible au canon. Dans ces nouvelles forteresses, qui vont dominer jusqu'au début du XIXe siècle, on peut placer des garnisons, mais ça ne sont plus des lieux de vie domestique ou sociale. Donc en fait, on revient à l'ancienne vocation des forteresses, celle de l'époque romaine ou de l'Antiquité. Des forteresses qui sont des structures purement militaires.
les forts en étoile sont très difficiles et dangereux à prendre, ce qui favorise les stratégies défensives, et ça va influencer fortement les guerres européennes du XVIe au XVIIIe siècle. Comme la portée des canons est plus grande, et que plusieurs forteresses en étoile sont souvent placées à distance les unes des autres pour défendre des frontières, on ne peut plus ignorer ces forteresses et les laisser derrière soi en avançant. Et donc la guerre devient quelque chose de très lent, une succession de sièges avec beaucoup moins de batailles ouvertes sur un champ de bataille comme autrefois. Les guerres du XVIIe et du XVIIIe siècle en Europe, là où les forts en étoile se sont multipliés, comme par exemple les guerres de Louis XIV, ce sont des guerres assez statiques qui sont faites de sièges successifs. D'ailleurs, on trouve beaucoup de ces forts en France et aux Pays-Bas, deux pays qui se battent lourdement sur leurs frontières à cette époque. La domination des forts en étoile et leurs bastions est rompue seulement au XIXe siècle, avec le développement d'une artillerie encore plus puissante et plus nombreuse, et par les obus explosifs qui finissent par rendre les fortifications de surface trop fragiles, même si elles sont basses. Alors on s'enterre, et les forts deviennent des polygones dont le toit est très épais, mais qui sont surtout des structures souterraines. C'est ce type de fort qu'on construit à la fin du XIXe siècle, mais ils finiront aussi par devenir obsolètes au XXe siècle, à cause des progrès de l'artillerie et de l'aviation, qui permettent de les bombarder à grande distance, sans qu'ils aient la puissance de feu ou la portée pour répliquer. La tendance depuis le XXe siècle, c'est que les fortifications fixes ont perdu l'essentiel de leur importance. À part des bunkers souterrains, mais qui servent plutôt comme refuge, l'ère des forteresses s'est achevée, en tout cas pour le moment. C'est la fin de notre épisode pour ce soir. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et maintenant, si vous avez sommeil, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Ou alors, choisir un autre épisode, une autre aventure de la bibliothèque des rêves. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.